Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Dans l'information ce 13h, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ouvert. Ce jour, le procès de l'opposante Rekiat Madougou et 5 de ses co-accusés. Les détails relatifs au démarrage de ce procès à suivre dans ce journal. Et puis le point de la séance d'échange entre l'ancienne présidente de la République de l'île Maurice et la communauté universitaire du Bénin. En interactualité, le bras de fer se poursuit entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la pêche post-Brexit. Les négociations autour de ce dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays sont censées prendre fin ce jour selon l'ultimatum fixé par Bruxelles. Voilà. Je vous en parlais en titre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET juge ce jour l'opposante Rekiat Madougou pour financement du terrorisme. L'ancienne ministre de la Justice du Bénin est conseillère et ancienne conseillère de la présidence togolaise, candidate recalée à l'élection présidentielle contestée d'avril 2021. Elle a été arrêtée le mercredi 3 mars 2021. L'opposante est bien évidemment jugée avec 5 co-accusés. Il s'agit bien évidemment de Georges Saka Zimé, Mama Touré Ibrahim, Bio Draman Tidjani, Mama Bio Amadou, Tidjani et Bassiré Mora Mohamed. Il leur est reproché des faits de financement du terrorisme d'association et de malfaiteurs et d'abus de fonction. À l'entame, bien évidemment, de ce procès, la défense a rappelé avoir demandé l'audition des députés Rachid Igbalamassi, Sani Mama, Nazer Sado et du ministre Modeste Kérékou. Le président de la Cour estime que la demande est légitime et demande à la défense de fournir les dispositions légales qui justifient cette demande. La tension est quelque peu montée dans la salle d'audience. L'avocat français de Rekiat Madougou, maître Antoine V, a quitté la salle d'audience après avoir dénoncé l'impartialité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ibrahim Mamatouré, colonel à la retraite, l'un des accusés ou co-accusés de Alabar, bien évidemment, est arrêté en possession d'1 million, a affirmé avoir reçu l'argent, bien évidemment, de la part de Saka Georges pour s'attaquer à l'ex-maire de la commune de Parakou, Charles Toko. L'accusé affirme n'avoir porté plainte à cause de la sensibilité de la dite période. Il affirme ne connaître ni de près ni de loin Rekiat Madougou. Plus de précisions dans nos prochaines éditions, rassurez-vous. Dans un autre registre maintenant, la communauté universitaire béninoise a reçu hier la visite de l'ancienne présidente de la République de l'île Maurice, Amina Gourib Fakim. Elle a eu bien évidemment à échanger avec les universitaires, surtout la gente féminine. Une séance de travail qui a permis de motiver les étudiantes et femmes universitaires à plus d'engagement. Les précisions de Frédéric Espoir Roumambou et Fiacre Voitan. C'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui va planter le décor des allocutions pour cette séance d'échange. Félicien Avlessi, dans ses mots de bienvenue, trouvera que l'ancienne présidente de l'île Maurice est chez elle en terre béninoise à double titre. Et sans que cela ne relève d'une rhétorique facile, je peux légitimement me permettre de vous dire qu'ici au Bénin, vous êtes parmi les vôtres sur la terre des Amazones. Vous n'êtes pas non plus étrangère dans un amphithéâtre comme celui-ci où nous sommes réunis. Il va servir de cadre tant pour la cérémonie de distinction que pour votre message destiné aux femmes. Sidéré par le palmarès de l'illustre hôte, le ministre de l'Enseignement supérieur revient ici sur quelques-uns des nombreux lauriers de l'ancienne présidente. Le professeur Amina a également reçu, au nombre des nombreuses distinctions, un prix d'excellence de la pharmacopée américaine, ça n'a pas été dit. Elle a reçu également un prix d'excellence Norman Farnsworth en recherche botanique. Et je pense bien que vous avez bien su pointer l'aspect concernant le grade de docteur honoris causa de l'université Pierre et Marie Curie de Paris.
En prenant la parole, Amina Gourib Fakim va de son côté attirer l'attention sur sa vie de famille modeste dont elle est issue avant d'éclore au grand jour un de ses jours. La fille et le garçon, ils sont aussi équipés pour étudier, pour faire dans les sciences. L'approche peut être différente, mais le potentiel qu'une fille fasse bien dans les sciences, c'est déjà un apport très fort. Deuxième leçon, c'est qu'il nous faut ses pères, il nous faut ces messieurs, ses oncles, ses grands-pères, qui sont là, derrière la fille, pour lui dire qu'elle peut faire n'importe quoi, parce qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle a l'intelligence de faire n'importe quoi. Alors vous les filles devant moi aujourd'hui, dites fort, nous sommes capables de faire tout. Allez, dites-moi. Voilà. Au vu de ces nombreuses expériences accumulées, elle n'a pas manqué d'appeler la jeunesse africaine en général et celle béninoise à l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes arrivent à devenir des entrepreneurs, à créer des emplois et comme ça, ils créent l'écosystème, ils créent des entreprises pour recruter d'autres jeunes. Et l'avenir de ce continent va se reposer sur l'entrepreneuriat. Et vous avez un très beau modèle, vous avez un président qui a été entrepreneur. Pour Amina Gourib Fakim, l'Afrique est l'avenir du monde et les dirigeants actuels doivent le savoir et travailler pour cela. Et il faut que nous, les acteurs de ce continent, travaillent ensemble pour créer cette Afrique de demain et cette Afrique où l'espoir est permis. Parce que croyez-moi, c'est le continent d'avenir. C'est le continent, il fera bon vivre, il fait déjà bon vivre. Nous avons beaucoup de richesses à ce continent. Des expériences qui méritent d'être comptées aux générations à venir, surtout aux parents qui n'aiment pas envoyer leurs filles à l'école. Autre volet dans cette édition d'information, des chefs-service de l'administration générale des communes, de la commune de Mono et ceux de la direction départementale de la fonction publique s'approprient les réformes de la gestion des carrières dans les collectivités territoriales. C'est à travers un atelier de 2 jours qui se déroule dans la commune de Lokossa. Jonas Bouchi nous en fait le point. Autrefois abandonnés à leur sort dans la gestion de leur carrière, les agents des collectivités territoriales pourront désormais espérer mieux avec le nouveau statut de la fonction publique au Bénin. Depuis l'avènement du nouveau statut général de la fonction publique, une réforme majeure s'est opérée dans la gestion des ressources humaines des agents de l'État. Plusieurs innovations ont été introduites dans cette loi, dont la prise en compte de la fonction publique territoriale. À en croire le directeur départemental de la fonction publique du Mono, le présent atelier vise donc à faire cerner aux chefs services de l'administration générale des communes les réformes touchant les agents des collectivités territoriales dans le nouveau statut de la fonction publique au Bénin. Face aux difficultés que rencontrent les communes dans la mise en œuvre de cette loi et plus précisément la gestion des carrières des agents des collectivités, la direction départementale du travail de la fonction publique du Mono a initié cette formation qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil aux communes au titre de l'année 2021. Aussi présents à cet atelier, les chefs services de la direction départementale de la fonction publique du Mono et ceux de l'administration générale des communes savent désormais à quoi s'en tenir pour un meilleur suivi de la carrière des agents des collectivités territoriales. Eh bien, restons dans le Mono-Koufo, toujours avec l'équipe de Jonas Bouchi. Le centre universitaire d'Aplahui a abrité mercredi l'édition 2021 du Forum des partenaires FOPAD, un creuset d'échange entre les organisations non gouvernementales et d'autres structures qui militent pour le mieux-être des populations du Koufo. On y retrouve encore Jonas Bouchi. État des lieux et perspectives de la collaboration entre les mairies du Koufo et les organisations de la société civile, c'est ce sur quoi ont porté les réflexions de l'édition 2021 du Forum des partenaires au développement des communes du Koufo. Une rencontre qui contribuera à appuyer efficacement le développement du Koufo selon l'adjoint au maire d'Aplahui. L'objectif général poursuivi en organisant le présent forum est bien d'instaurer un creuset de rencontres, de partage, d'échanges
et d'opportunités avec tous les partenaires potentiels au développement local en vue d'appuyer avec plus d'efficacité et d'efficience nos communes. Le chef de file des organisations de la société civile rassure que cette rencontre apportera à coup sûr sa contribution à une meilleure condition de vie des populations du Koufo. Cette séance ne sera pas une séance de plus, mais une séance d'opportunité. Que ce soit un projet d'échange où chacun puisse tirer son profit. Le profit pour nous, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Le profit pour nous, c'est de réussir à nous mettre ensemble pour mobiliser les ressources financières afin que les communes puissent réussir leur mission. Le directeur départemental du plan et de développement et le représentant du préfet du Koufo exhortent les partenaires et les cadres techniques des mairies à une unité d'action pour l'atteinte des objectifs. C'est ensemble avec les maires, c'est ensemble avec les organisations de la société civile, que ce soit les ONG internationales comme nationales, nous devons rester ensemble. Et chacun devrait normalement mettre sa main à la pâte pour une bonne organisation donc du forum des partenaires. Je peux compter sur ceux qui ont sacrifié leur temps pour être ici, pour que le développement soit. On n'a pas besoin de venir toute la population du Koufo ici avant de faire le développement. Nous allons nous donner confiance pour voir ce que sera le développement du Koufo demain. Rappelons que l'organisation de ce forum est une initiative de la direction départementale du plan et de développement du Mouno Koufo dans le cadre de son appui conseil aux communes. Dans un autre registre, le délai de conservation des corps à la morgue du CNHU de Cotonou est désormais fixé à 21 jours au maximum. Ainsi en a décidé le directeur de cet hôpital à travers une note de service. La décision vise à une meilleure gestion de l'espace disponible dans cette morgue. Voici ce qu'en pensent quelques citoyens rencontrés. Moi, je ne peux pas dire que je sais mieux que tous ceux qui ont pensé ce délai-là. Relativement, ça ne suffit même pas pour faire des conciliabules. Ne serait-ce que peut-être dans un délai de 6 mois ou au plus 2 mois, même si je n'ai rien, j'aurais voulu, puisqu'on n'enterre pas son parent 2 fois, donner l'hommage à mon géniteur, ne serait-ce qu'en mobilisant les petits moyens que cela nécessite. Les gens aussi font la pagaille. Il y a d'autres personnes, quand ils déposent leur illustre disparu, ils ne sont plus à ce que quelque chose soit. Et parfois, ces cas-là sont les cas qui sont plus lésions que ceux que nous constatons, les familles réelles qui viennent en disposer. Donc je pense que l'avis de la population ne saurait changer une décision qui est prise. Nous ne savons jamais, peut-être dans l'exercice de l'implémentation de cette décision, si cela demande une révision, les gouvernants seront quand même flexibles pour pouvoir revenir. Moi, je vois que c'est une bonne décision. C'est vrai que ce ne serait pas bon pour tout le monde, mais quant à moi seul, moi je tire le chapeau au gouvernement. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens attendent le décès de leurs parents avant qu'on sache qu'ils ont de l'argent. Peut-être le parent qui est laissé à la mort pendant des mois, peut-être il ne trouve même pas à manger. Peut-être il est dans une case en banco ou bien en clé. Et c'est après le décès maintenant qu'on va le mettre à la morgue. Et il va faire peut-être 3 mois, 6 mois. C'est maintenant qu'on va construire, on va construire une maison en dalle. Pour dire que c'est là qu'on va mettre le corps. Pourquoi de son vivant, vous n'avez pas fait ça? Même 3 semaines que le gouvernement fait, si on peut encore diminuer les 3 semaines, moi ça me ferait plaisir. La mort de CNHU du Mankangaï. Parce que ce n'est pas toutes les familles qui sont prêtes à enterrer leur cadavre. La décision que le gouvernement prend là, c'est une bonne décision. Parce que à cause de ça, les gens vendent des terrains, tout ce qu'on ne vend pas, on vend pour faire enterrement. Pour payer pour les enfants à l'école là, on ne trouve pas. Aujourd'hui, je suis évangélique, mais je pourrais baptiser musulman. Parce que si tu as des homiliades dans ta maison, si ton papa est décédé,
Si tu n'étais pas là, si tu es en France, on t'appelle, tu ne viens pas. On fait tout derrière toi. L'actualité hors du Bénin, Emmanuel Macron espère imposer au nouveau chancelier allemand sa vision de l'Europe. La visite de Olaf Scholz intervient au lendemain d'une conférence de presse au cours de laquelle le président français a présenté la feuille de route de son mandat présidentiel à la tête du Conseil de l'Union européenne. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence, nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a révélé ses objectifs pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le chef de l'État, qui doit à présent jongler avec une double casquette, annonce ainsi le fil rouge de son mandat européen. À partir du 1er janvier 2022, nous aurons à vivre ce temps dans un moment particulier que je veux qualifier ici avant que nous n'entrions dans le fond de cette présidence. Celui d'abord d'une crise sanitaire qui se poursuit, qui nous a durement frappés depuis près de 2 ans. Celui évidemment du bouleversement climatique, de la révolution numérique, d'inégalités mondiales croissantes, d'enjeux migratoires exacerbés par les manipulations de certains États, de tentatives de déstabilisation de nos démocraties et de montée de tensions jusque dans notre voisinage le plus direct. Et ce moment exige de nous, à cet égard, plus d'efficacité, plus d'affirmation, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et il dit, je crois, avant toute chose, le besoin de nous unir, nous, Européens. Une unité européenne qu'Emmanuel Macron imagine sous plusieurs formes. Outre un service civique de 6 mois pour les jeunes, ou encore une meilleure compétitivité industrielle entre nations. Le président du Conseil européen, fraîchement investi, s'est proposé de relever le défi migratoire qui se cristallise actuellement sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cela se traduit par un renforcement des frontières qu'Emmanuel Macron détaille en 2 parties. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen, de pouvoir avoir des réunions régulières, de prendre des décisions politiques, de pouvoir renforcer les contrôles aux frontières et d'avoir une politique cohérente de maîtrise de nos frontières extérieures. Deuxièmement, souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Quand un État membre doit soudainement faire face à une crise qui exige de renforcer le contrôle aux frontières extérieures de notre Union, comme nous l'avons vécu encore une fois récemment, il doit pouvoir compter sur l'appui de Frontex, agence commune dont c'est la vocation, mais également le renfort solidaire des États membres en policiers, gendarmes comme en matériel. Le message est clair, un des objectifs d'Emmanuel Macron est de développer une protection militaire aux frontières de l'Union européenne. À l'heure où l'Europe et notamment le conflit ukrainien polarisent à nouveau les attentions à l'international, Macron se sent pousser une nouvelle casquette, celle d'un chef d'état-major avec en sous-texte un message envoyé au Kremlin. Cette présentation était aussi l'occasion pour le président de dévoiler ses objectifs sur le numérique, la déforestation ou encore la relance de la croissance de l'après-Covid-19. Des défis qu'Emmanuel Macron devra relever en même temps qu'une potentielle candidature à la présidence française. Un sujet qu'il a soigneusement évité à plusieurs reprises. Restons toujours sur le vieux continent. Le bras de fer se poursuit entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la pêche post-Brexit. Les négociations autour de ce dossier qui empoisonne les relations entre les 2 pays sont censées s'achever ce jour, selon l'ultimatum de Bruxelles. Mais Londres rejette cette échéance. Pendant ce temps, Paris accuse les Britanniques de mauvaise foi et menace de porter le dossier devant une plus haute instance juridique européenne. Alors que l'ultimatum de la Commission européenne prend fin ce vendredi, Londres s'arroge le droit de ne pas reconnaître cette échéance après que la ministre française de la Mer, Annick Girardin, ait haussé le ton et menacé d'aller au contentieux. Si toutes les licences n'étaient pas accordées demain soir, la France demandera la réunion du Conseil de partenariat pour constater le non-respect de sa signature par le Royaume-Uni. C'est là aussi que peuvent se décider des sanctions. C'est la Commission qui portera le contentieux et les mesures de rétorsion si elles devaient être mises en application. Un dernier avertissement de la part d'un ministère excédé par l'enlisement de ce qu'on appelle désormais la guerre de la pêche.
Des tensions entre Français et Britanniques qui durent depuis 11 mois et l'accord du Brexit signé entre Londres et Bruxelles. Ce dernier stipule que les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Si 1 millier de travailleurs français a déjà pu obtenir une licence, une centaine réclament encore le droit de reprendre la mer, droit qui leur est refusé malgré l'envoi des papiers demandés par Londres. Les Britanniques, usant, selon la ministre de la Mer, de manœuvres dilatoires pour retarder leur agrément. Un blocage bureaucratique qui dure, mais sur lequel le Royaume-Uni, de son côté, assure travailler sans relâche pour résoudre les problèmes. Bloqués à quai, certains pêcheurs français se sentent de plus en plus paralysés par l'attentisme de Londres, qui n'entend pas se voir dicter sa conduite par une Europe qu'elle a choisi de quitter. À l'heure qu'il est, tous les regards se tournent vers Downing Street, dans l'attente d'une réponse qui pourrait mettre fin à cette énième crispation diplomatique et commerciale entre les deux pays. Toujours en interactualité aux États-Unis, Joe Biden invite ses concitoyens à recevoir leur dose supplémentaire du vaccin Pfizer, y compris les adolescents. Le président américain se félicite du résultat de la campagne vaccinale dans son pays. Il assure que 3 doses de Pfizer sont efficaces contre le variant Omicron. Nous avons reçu des nouvelles encourageantes de Pfizer hier. Des études de laboratoire préliminaires ont indiqué que 3 doses du vaccin Pfizer protègent contre le variant Omicron. Nous voyons de plus en plus d'Américains le faire, 50 millions. 50 millions de personnes ont maintenant reçu leur dose de rappel. Et nous effectuons ces rappels à un rythme record, environ 1 million de personnes par jour. Et l'Amérique fait des progrès. 200 millions de personnes ont été vaccinées et plus d'enfants ont été vaccinés que dans n'importe quel autre pays du monde. Eh bien, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet bénin-6eden.tv. Bon appétit.